Donc le manager, c'est plutôt un catalyseur, c'est ça? De ce dialogue et de ce qu'on en tire, ça c'est passionnant. C'est absolument passionnant parce que entreprendre, c'est pas un métier, c'est une vocation. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une petite souris qui s'est glissée dans les coulisses de l'Élysée, Emery Dollier. Bonjour Emery. Je suis un peu plus gros qu'une souris, mais c'est un peu ça, oui. Bonjour. Et tu vas nous raconter les coulisses et la découverte de comment ça se passe dans l'Élysée, et on va essayer d'en tirer des leçons de management. Merci à tous de votre fidélité. Vous étiez très nombreux la semaine dernière pour écouter Nathalie Bala, qui est venue nous raconter l'incroyable sauvetage de la Redoute, qu'elle a repris en 2014 pour 1 euro symbolique et qu'elle a revendu en 2022 pour un peu plus d'1 milliard aux Galeries Lafayette. Je retiens de cet entretien 2 choses. Premièrement, le management itératif. Travailler avec ses équipes par petits bouts pour sortir d'une impasse, puisque le groupe Kering considérait que la Redoute n'avait plus d'avenir, et c'est pour ça qu'ils l'ont vendu à 1 euro symbolique aux salariés, dont Nathalie Bala faisait partie. Et puis la deuxième chose que je retiens de cet entretien, c'est de s'appuyer sur ses forces. Et elle nous a raconté les différences de destin entre les 3 Suisses, qui dans les années 80, fin des années 80, était le plus moderne des deux, et la Redoute. Les 3 Suisses ont essayé de faire un Amazon bis en oubliant qui ils étaient, en oubliant leur ADN, et la Redoute s'est appuyée sur son historique, sur son histoire, sur ses équipes. L'un a divisé son chiffre d'affaires par 6 et l'autre a continué à croître et à retrouver la rentabilité. Voilà, vous pouvez retrouver cette extraordinaire masterclass sur votre chaîne de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube Incentive, les masterclass d'excellence managériale. Voilà. Aujourd'hui, on a le plaisir de rentrer dans un nouvel univers, un univers assez loin du business, et pourtant on va voir que les enjeux de management sont aussi prégnants, aussi brûlants. Oui. Et donc on a le plaisir d'accueillir Emery. Est-ce que Charlotte, tu peux nous faire le portrait de notre invité de ce jour? Oui. Il y a un portrait. Bien sûr. Okay. Alors, Emery, vous êtes un observateur averti des coulisses du pouvoir et un fin connaisseur des mécanismes subtils de la République. Journaliste, auteur et spécialiste de la communication digitale, vous avez toujours été animé par une curiosité insatiable pour les dynamiques du pouvoir et ceux qui le font tourner dans l'ombre. Dès les années 2000, vous êtes un précurseur sur le web et vous faites notamment connaître l'un des premiers blogueurs influents, décryptant l'actualité politique et sociétale avec une plume acérée et un regard affûté. Votre parcours vous mène dans les hautes sphères de la communication et du conseil, où vous accompagnez entreprises et institutions sur leur image et leur prise de parole. Aujourd'hui, c'est votre capacité à raconter des histoires qui vous distingue. Vous êtes toujours très présent sur les réseaux sociaux où vous cultivez un ton libre, direct et incisif. Vous êtes un auteur avec Les Invisibles de l'Élysée, publié avec... Vous ouvrez une porte rarement entrebâillée sur les hommes et les femmes de l'ombre qui tiennent l'une des institutions les plus puissantes du pays. Huissiers, chauffeurs, conseillers, intendants, sont les rouages essentiels d'un mécanique de précision. Votre livre ne parle pas seulement du pouvoir, mais aussi de management. Comment fonctionne une institution aussi singulière que l'Élysée? Quels sont les codes, les règles tacites, la gestion des équipes, des cris en coulisses? Autant de questions qui ne résonnent avec les enjeux du leadership moderne. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Et moi, je suis ravi d'être là. Un tout petit bémol, j'ai jamais été journaliste, mais vous n'êtes pas la première à me taxer de ce privilège, entre guillemets, parce que je crois qu'il y a un abattement fiscal, mais je ne suis pas journaliste. Mais sinon, tout est juste ici. Écoute, quel parcours. L'Élysée. Oui. L'Élysée, construit en 1720 oui. Pour Charles de la Tour d'Auvergne, oui. Comte d'Évreux, donc oui. C'est pour ça qu'on appelle ça le palais d'Évreux. Oui. Le premier président à s'y intégrer, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, oui. Premier président de la Seconde République en 1848. Et puis tous les présidents se sont ensuite succédés jusqu'à notre président actuel. On a pu rentrer dans les coulisses avec le fameux film Les Saveurs du Palais avec oui. Catherine Fro et Jean d'Ormesson qui jouaient merveilleusement Mitterrand. Et là aujourd'hui, on va étendre, on va aller pas simplement dans les cuisines, mais on va aller dans d'autres endroits pour essayer de découvrir ce qui fait la spécificité d'une organisation ultra rodée, oui. ultra professionnelle oui. et qui doit s'adapter en permanence. Et qui mélange 3 corps complètement différents et opposés. À cette agilité. Alors peut-être tu peux nous dire, quand tu es rentré déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ?
Alors, il y a plusieurs choses. J'ai fait mon service militaire à l'Élysée. C'était les derniers services militaires à l'époque, ça nous rajeunit pas. Et j'avais été envoyé comme assistant du commandant de l'intendance. Et donc, j'étais une personne qui naviguait dans tout l'Élysée, donc j'ai pu voir tout l'Élysée. Sauf les endroits interdits, bien sûr, parce qu'il y en a, parce que faut pas oublier que l'Élysée est une place d'armes, donc c'est militaire. Ça, c'est la première chose. Et j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires, dont un qui est dans le livre, qui s'appelle Patrick Brassard, que j'appelle affectueusement Tonton, et qui est l'homme, le grand argentier, c'est celui qui gère aux tables. Et je me suis dit, tiens, il y a une vraie histoire. Et puis, j'ai eu ma vie professionnelle, et puis le fait a fait que pendant le Covid, j'ai écrit un bouquin sur les invisibles, mais pas ceux de l'Élysée, ceux de la SNCF. Et donc, pendant que vous étiez tous enfermés, moi, je faisais 20 000 km en train, et je racontais ce silence et ces invisibles. Et en échangeant avec le directeur de la communication de l'Élysée, que je connaissais par ailleurs, je lui ai dit, mais on pourrait le faire à l'Élysée. Il m'a dit, vas-y, fonce. Et c'est comme ça que le livre est né, et je suis allé chercher un type assez génial qui s'appelle Sacha Goldberger pour faire des photos justement en clair-obscur. Donc ça, c'est la genèse du livre, et intrinsèquement, moi, j'avais envie de les remercier parce que j'ai vu des choses absolument extraordinaires, avec des gens extraordinaires, alors qu'ils ne parlent pas forcément la même langue. Parce qu'à l'Élysée, il y a 3 corps, ce que je disais. Il y a les militaires, il y a les fonctionnaires et il y a les gens de la sphère privée. Et que je sache, mélanger ces 3 dimensions-là dans une même entreprise, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même une entreprise de 800 personnes, c'est assez dingue. Parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes codes, et pourtant, tout fonctionne. Alors derrière chaque décision politique, il y a une armée de personnes qui se coordonnent. Avec un peu de recul, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le fonctionnement de cette grosse PME de 800 personnes? La politesse. Le premier diplôme et la première attitude à avoir dans cet endroit-là, c'est la politesse. On peut s'engueuler, et ils s'engueulent, mais poliment. On peut claquer les portes, mais avec une forme de respect. On peut dire tout et n'importe quoi tant qu'on reste poli. Et que vous soyez le dernier d'un rang ou le premier du rang, quoi qu'il arrive, on vous considère comme un archiduc, et donc on est très poli avec vous. Et ça, cette politesse-là, elle est assez, elle crée un ciment, elle crée quelque chose de fort entre les hommes et les femmes, les hommes avec un grand H, et c'est assez étonnant de voir ça dans ce type d'endroit. Parce qu'une fois de plus, il y a 3 dimensions de gens qui y travaillent, et la seule façon de les lier, c'est de trouver quelque chose. Et ils ont trouvé la politesse, qui est quand même assez rassurant. Source d'énorme respect mutuel. Énorme respect. Bonjour monsieur, au revoir madame, on tient les portes, on fait attention à l'autre, quand on s'engueule, on fait attention de ne pas aller trop loin non plus, on dit les choses, on ne cache rien, on avance ensemble, parce que l'objectif, il est commun. Comme dans une entreprise, l'objectif, il est commun, c'est de faire grossir l'entreprise, de la faire se développer, etc., pour pouvoir gagner davantage, pour pouvoir avoir un meilleur job, pour pouvoir grandir. Mais là, l'objectif commun, c'est le président de la République. Ils sont tous complètement focus sur le président de la République. Il doit faire en sorte qu'il n'ait aucune contingence matérielle qui lui incombe au président de la République. Il ne doit pas y penser. C'est-à-dire qu'il doit être concentré sur une seule chose, la tâche que les Français lui ont confiée. Et donc, ils sont tous focus sur le président de la République. Et d'ailleurs, il y a un symbole assez fort, c'est que quand le président se déplace, il y a 100 personnes qui se déplacent avec lui, tout le temps. Donc imaginez-vous, imagine-toi, tu es seul et derrière toi, quand tu te déplaces, il y a 100 personnes autour de toi en permanence. Eh ben, il faut que ces 100 personnes soient totalement coordonnées. Et le truc, c'est que quand le président de la République monte dans la voiture, le cortège démarre. Donc ça veut dire que tout a été anticipé avant. Alors, quand tout va bien, ça va bien, mais quand on est en crise, exemple, un certain mois de juillet à Nice, attentat horrible, un camion qui fonce dans la foule, eh ben, il faut descendre en 2 heures. Donc en 2 heures, il faut que tout le monde soit prêt, alors que peut-être certains sont partis en congé, certains sont en jour férié parce que c'est 14 juillet, etc., etc. Donc il faut faire ramener tout le monde, tout le monde doit démarrer et accompagner le président de la République. Donc il y a une espèce d'organisation parce qu'il y a un but commun. Et l'Élysée a réussi à faire en sorte que tous ces gens qui arrivent à l'Élysée aient ce but commun. Alors bien sûr, ils sont sélectionnés, ils sont choisis, mais n'importe qui peut y avoir accès. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de il faut que je sois ceci, ceci, cela. Non, vous êtes bon, vous avez envie et vous êtes déterminé, vous pouvez postuler à l'Élysée. Alors, le bouquin est juste extraordinaire. C'est une suite de portraits avec des photos absolument magnifiques de Sacha Goldberger. 30 portraits, des photos en clair-obscur qui sont absolument sublimes. Est-ce qu'il y a moi le portrait qui m'a beaucoup marqué, c'est le portrait de Yannick Cadet. Est-ce que tu peux nous parler du jardinier, premier jardinier de l'Élysée? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, Yannick Cadet,
c'est un homme de la terre, c'est un homme très très attaché au bon sens, qui démarre sa vie pas très bien, en tant qu'adolescent un peu turbulent, mais qui découvre chez un tuteur qu'il aime le jardiner. C'est idiot, mais il aime jardiner, il aime la terre, il aime mettre les mains dedans, etc. Et il aime tellement ça qu'il se passionne, qu'il va vraiment très loin dans le travail de la terre, et qu'il est repéré ici ou là, et il atterrit au Louvre. Ou au Louvre, comme vous le savez, à Paris, il y a des grands jardins, et il y a quand même quelqu'un qui officie à la tête du Louvre. Mais le Louvre avait aussi comme mission de travailler les palais de la République, dont Matignon et dont l'Élysée. Et ce chemin faisant, le jardin du président de la République, à partir du général de Gaulle, commence à devenir vraiment quelque chose d'important, puisque même les garden parties vont commencer à officier. Donc il faut que le jardin soit beau, il faut qu'il rayonne, il faut que c'est au niveau de la France, etc. Donc il a été fait titrer qu'il y avait un jardinier du palais de l'Élysée. Et c'est lui le premier. C'est lui le premier il y a 40 ans, 50 ans, 40 ans, et il démarre sa vie à l'Élysée comme ça. Et il voit tous les présidents. C'est-à-dire que tous les présidents, à un moment donné, lui parlent. 2 anecdotes rapides. Mitterrand se balade dans le palais et se va dans le jardin et il trouve que le jardin est triste. Et il le dit au jardinier qui doit tout changer. Et donc, il y a un énorme chantier, on change les arbres de place, on change la fontaine de place, etc. Je crois que les arbres étaient très taillés pour des questions de sécurité à l'époque. Absolument. Et puis Mitterrand a dit... il les a rendus romantiques. Voilà, romantique. Redonnez-moi de la vie dans ce jardin. Et puis, romantique, mais pas très chaleureux. Juste romantique. Peut-être comme l'était le président de la République de l'époque. Et puis arrive Chirac et sa femme qui trouvent que c'est pas très joyeux, ça manque de couleur. Donc elle fait commander 40 000 boutons de fleurs. 40 000, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. 40 000 boutons de fleurs et elle propose au jardinier de faire en sorte que ces 40 000 boutons soient partout. Et aujourd'hui, le jardin est absolument magnifique, grâce notamment à l'un qui a reconstruit et l'autre qui a égayé. Alors mais il y a beaucoup plus de choses pour le portrait. J'ai juste un peu teasé, mais si vous avez envie de lire. Dans le fonctionnement, il y a une grande exigence d'exécution. Oui. Donc il faut aller très vite, oui. Et tout ça dans une grande discrétion. Finalement, l'Élysée, c'est plein de contrastes. Oui. C'est la hiérarchie avec l'agilité, on pourra en reparler, oui. L'exécution avec la discrétion. Comment est-ce que ça cohabite? Est-ce que finalement on peut être leader tout en étant discret, parce que c'est ça la question qui se pose derrière. Il y a une très grande capacité d'exécution, donc on imagine qu'il y a un très fort leadership de chacun de ces services, et tout se fait dans la discrétion. Est-ce qu'on peut être un leader dans l'ombre? Oui, on peut être un leader dans l'ombre. Je réponds tout de suite à la question, puis j'explique. À l'Élysée, quand chacun des 30 portraitisés m'a dit la même chose, quand je rentre à l'Élysée, il y a un effet waouh. Il y a un premier effet, je suis à l'Élysée. Premier effet. Et deuxième effet, c'est si petit que ça. Parce qu'en fait, c'est pas grand, hein, ce que vous voyez à la télévision, on a l'impression que c'est immense, mais en fait, c'est 2 fois plus petit que Matignon, par exemple. Matignon, c'est énorme. Donc, il y a un effet, je suis à l'Élysée, donc on me fait confiance. Et d'un autre côté, c'est pas si grand que ça en fait. Faites l'Élysée vous faites le tour en 15 minutes, même pas. Donc ça va super vite, marche un peu forcée. Et puis je me souviens de cette phrase du type qui gère l'ensemble des événements à l'Élysée. Il faut vous dire qu'il y a 2 événements par jour à l'Élysée à peu près. Donc c'est énormément de choses. Un événement, c'est un conseil des ministres, c'est un président qui débarque, c'est une chose un peu importante qui se passe. Et il m'a dit cette chose-là, il me dit, je me dois d'être à la hauteur de la fierté que je vois dans le regard de l'autre quand je lui dis que je suis à l'Élysée. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a une espèce de fierté d'être là où on est. Alors bien sûr, c'est le palais de l'Élysée, c'est pas une entreprise autre, mais il y a une espèce de dimension patrimoniale importante. Mais en fait, cette dimension-là, on peut la retrouver dans n'importe quelle entreprise à partir du moment où on est aligné avec les valeurs de la dite entreprise. Pour rester dans les termes du management, puisque c'est le sujet. Et là, on voit la portée et l'envie de faire bien. Et faire bien, ça veut pas dire le faire savoir, c'est juste faire bien, être content de savoir, de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce que fait l'artisan. Quand il fait un beau meuble, il est content d'avoir fait un beau meuble. Il n'a pas besoin de dire, j'ai fait un super meuble. Non, il est content, il voit que les lignes sont belles et qu'il va forcément mieux le vendre que s'il n'était pas content.
La fierté, finalement, La fierté. de l'accomplissement. La fierté. Donc on a la politesse, la fierté pour l'instant. On va peut-être parler de crise, parce qu'à Ouais, l'Élysée, il y a tout le temps. c'est de la crise permanente. 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 Donc, on gère des crises et on dit souvent que les caractères se révèlent dans les crises. Absolument. Mais les caractères se révèlent. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de caractères dans une organisation qui doit être aussi millimétrée? Donc là aussi, quel est le contraste entre la gestion de crise permanente, la nécessité d'avoir des caractères forts, et puis la nécessité de coordonner des équipes très différentes, très variées, avec des personnalités, des compétences très différentes? Alors il y a plusieurs types de crises. Il y a les crises militaires, c'est-à-dire les crises qui obligent à l'armée ou la gendarmerie, enfin c'est aussi l'armée, ou la police à agir de façon rapide, et on l'a vu avec le 14 juillet à Nice. Il y a des crises politiques. Il se passe quelque chose dans le paysage politique et donc il faut agir vite. Et puis il y a les crises qui from nowhere, comme diraient les Belges, et qui arrivent comme ça et on ne sait pas pourquoi. Toutes ces crises-là ont toujours la même logique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un au cabinet qui s'en charge, avec la chefferie, avec le directeur de cabinet, et qui comprend la portée du moment. Et ça, c'est une réaction très rapide. Donc à chaque crise, il y a un leader qui est nommé ou qui s'autonome. C'est souvent, ouais, on va dire qu'il s'autonome. Et cette crise-là doit être réglée parce que effectivement, le président de la République est la personne qui gère le plus d'emmerdes de toutes les personnes françaises qu'on peut connaître. Donc, il faut peut-être aussi se calmer quand on leur tape sans arrêt dessus, parce que ne jamais oublier qu'un leader, c'est celui qui gère toutes les merdes des autres. Donc, il faut... Bon, bref, on va pas faire de politique. Et ça vaut pour tous les présidents. Donc, il y a quelqu'un qui va gérer et qui va analyser le moment de la crise. C'est la même chose dans les entreprises. Il y a toujours quelqu'un qui va analyser, et parfois même, d'ailleurs, c'est externalisé parce que... Parfois, il y a un manque d'ownership dans les entreprises. Il y a une crise et puis on ne sait pas très bien qui doit gérer. Et c'est pour ça qu'ils externalisent souvent. Et qui vont appeler des consultants ou des gestionnaires de crise, des communicants de crise. Et des communicants de crise. Et une fois que la personne en crise est en charge, il monte l'équipe. Et l'équipe, c'est pas je lève la main pour faire partie. Non, on est tous dans le même bateau. Donc l'équipe, c'est les présents. Parce que forcément, il y a des gens qui sont absents, etc. Et les présents, et la résolution de la crise commence comme ça. Et ça va très très vite. C'est-à-dire, pour le cas du 14 juillet dont je parlais tout à l'heure, 2 heures. 2 heures pour aligner 100 personnes, pour descendre dans un avion, pour être équipé de tout ce qu'il faut, d'avoir préparé la communication, d'avoir préparé les actions militaires et policières du coin, pour avoir... Enfin, c'est un barnum assez hallucinant. Et pourtant, ils y arrivent parce que justement, il y a un leadership. Et il y a des gens qui exécutent derrière et qui sont contents d'exécuter parce qu'il faut régler cette crise. Il y a un problème à régler, qui le règle? Nous. Est-ce que ça veut dire que quand tu dis c'est les gens présents qui vont participer à la cellule de crise, est-ce que ça veut dire que des gens vont avoir la capacité de tenir des rôles très différents en fonction de la situation et de prendre une fonction qui n'était pas forcément celle qui est écrite sur leur description de poste? Il y a toujours un effet de binôme ou de trinôme par poste. Parce que à l'Élysée, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est tout le temps. Même quand le président dort, c'est-à-dire celui actuel, il dormirait 4 heures par nuit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il dormirait entre 4 et 5 heures par nuit. Il se passe toujours des choses, donc il faut toujours être présent. À l'Élysée, certains dorment sur place, parfois, quand ils sont de garde, qu'ils soient fonctionnaires militaires ou contractuels, ou pas très loin. Il y a un dortoir pas très loin de l'endroit à moins de 100 mètres. Mais donc il y a toujours quelqu'un. Donc celui qui sait en fonction de son arme, de sa fonction, de sa capacité, il est là. C'est très bien organisé. Donc après avoir parlé de crise, j'aimerais qu'on parle de loyauté. Est-ce que dans les portraits, il y a un portrait qui t'a particulièrement touché, parce que tu me disais en préparant cet entretien, finalement, il y a une grande partie des personnes que tu as décrites dans ce livre qui a déjà quelques années, qui sont encore en poste, et donc il y a une très très grande loyauté des équipes. Est-ce qu'il y a un portrait qui t'a particulièrement touché, comme illustrant cette loyauté indéfectible, et puis après on essaiera de faire le parallèle avec l'entreprise? Oui, on a parlé d'un homme tout à l'heure, je vais parler d'une femme maintenant, qui s'appelle Cécile Della Rosa. Elle est l'assistante
une des personnalités les plus importantes du palais, puisque cette personne fait partie des 4 plus proches collaborateurs du président de la République. Et cette femme, qui est une militaire, expliquait que quand on sert, on sert. Alors bien sûr, il y a le biais, il y a la dimension militaire, donc qui par définition sont des gens loyaux, parce qu'ils servent le drapeau, ils servent, et accessoirement comme le président de la République et le chef des armées, donc ils servent le maximum possible pour elle de proximité. Mais elle me racontait que quand elle n'était pas en militaire, elle n'était pas comprise de la même façon par les autres. Quand elle n'était pas habillée en militaire? Habillée en militaire, c'est-à-dire quand elle était juste qu'elle était l'assistante du général en question. Et elle expliquait ça parce que les gens ne comprennent pas forcément la loyauté, parce qu'elle n'est pas militaire, qu'elle suscite. Et il se trouve, en m'expliquant ça en creux, qu'il y avait un problématique de positionnement en tant que femme. Et que c'est l'habit qui fait le moine dans l'espèce. Quand elle arrive en militaire, tout le monde lui obéit, elle a les doigts sur la couture et ça roule. Quand elle est habillée en civil, parce qu'il y a dans certains pays où il ne faut pas être habillé en militaire quand on va préparer un déplacement du président de la République, elle est habillée en civil, et là, les gens en face, les interlocuteurs, considèrent que c'est une femme, donc parfois c'est quantité négligeable. Et donc elle explique que sa loyauté à elle est jusqu'à subir ce genre de propos un peu d'arrière-garde, pour faire en sorte que quoi qu'il arrive, le message passe. C'est-à-dire que la loyauté va jusqu'à avaler les couleuvres, va jusqu'à comprendre que l'autre ne comprend rien à ce qui se passe, mais qu'on n'a pas à lui donner une leçon parce que l'objectif, c'est de servir le président de la République. Voilà un exemple de loyauté assez quotidienne que j'ai pu voir à l'Élysée. La loyauté à l'Élysée autour du président de la République, est-ce qu'on pourrait... quelles leçons on pourrait en tirer dans le management de l'entreprise pour créer cet esprit collectif, cet esprit de loyauté qui manque dans beaucoup d'organisations et que beaucoup de leaders aimeraient insuffler plus efficacement? C'est un problème de colonne vertébrale. C'est-à-dire que si vous êtes un mollusque qui est sans colonne vertébrale, la capacité qu'on a à vous faire confiance devrait être proche de 0. Si en revanche vous êtes assez droit dans vos bottes, comme dirait un Premier ministre, mais sans aller jusqu'à lui, et que vous savez que vous êtes là parce que vous êtes à votre place, ça change tout. Et la problématique, elle est là, c'est-à-dire que souvent on prend un boulot parce qu'on a besoin de bouffer et que c'est alimentaire et mais qu'on n'est pas forcément hyper heureux dans ce que l'on fait et qu'on n'a pas le choix. Bah, si on n'a pas le choix, je comprends que ça peut être un peu dur, mais l'objectif c'est quand même d'être aligné avec ce que l'on fait. Donc la loyauté. On a parlé de hiérarchie, on a parlé de capacité d'adaptation. Le côté, il y a un côté très humain finalement dans cette petite PME. Comment, au-delà de la politesse que tu décrivais, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce qu'il y a des liens qui se créent, des liens forts finalement qui se créent au sein de cette organisation, de par cette proximité de 800 personnes dans un espace qui est assez réduit? Quelle a été la dynamique humaine que tu as ressentie quand tu t'es promené dans les couloirs de l'Élysée? Alors, il y en a plusieurs. C'est un lieu qui est en tension en permanence. Pas parce qu'il manque du personnel, mais parce que le sujet est un sujet en tension. Donc c'est un sujet où tout le monde est concerné par ce qui se passe, mais il est concerné de façon impactée dans son métier et dans son. Donc il y a forcément, on n'a pas le temps pour faire autre chose que ça. Donc on n'a pas le temps de faire de la politique politicienne, c'est très drôle pour un pareil endroit. On n'a pas le temps de jouer de réseau, on n'a pas le temps de faire ces petites choses-là. Donc on est concentré. Et être en tension peut-être est une des réponses à être toujours en activité et en action. Mais c'est un cas particulier parce que c'est l'Élysée. Les proximités que j'ai pu voir, elles étaient interarmes, interposition, militaire, fonctionnaire ou contractuel, parce que justement, on a besoin de tout le monde. Et ce qui est très étonnant, et je trouve ça assez magnifique à l'heure actuelle où on est full digital, on parle d'IA, etc., mais tout se fait à la voix. Bien sûr, il y a plein de mails qui s'échangent, mais les choses importantes se disent. Elles ne s'écrivent pas. Donc on voit en permanence des gens se balader dans les couloirs, pas quand le président est là, parce que là il y a des restrictions de déplacement, mais quand le président n'est pas là, les gens se baladent dans les couloirs pour aller parler à Pierre-Paul Jacques. Donc peut-être que, pour répondre à ta question, il faut juste se parler. J'ai eu l'honneur de servir à bord d'un sous-marin pendant le service militaire, l'Indomptable. Ouais.
Et j'ai ressenti à bord, donc c'est une patrouille qui dure un peu plus de 2 mois, où Ouais. on reste sous l'eau 120 personnes dans un long cigare de 120 mètres. Et j'ai ressenti quelque chose d'assez similaire à ce que tu décris, c'est-à-dire un énorme respect Ouais. pour chacun des collaborateurs, puisque même le matelot qui s'occupe de laver le linge de l'équipage est indispensable À à la la chaîne, bonne marque bien sûr. du sous-marin, et donc à la dissuasion nucléaire française, puisque les SNLE portent des missiles balistiques qui permettent d'assurer cette dissuasion. Est-ce qu'on ressent le même caractère indispensable de chaque personne qui est présente à l'Élysée? Oui, sans nul doute. C'est-à-dire que si le management a décidé que chacun devait être bien à sa place et que chacun est bien à sa place, ça roule. Si le management n'a mal fait son job, ça ne roule pas. Donc il y a une part d'organisation qui très hiérarchique, parce qu'à l'Élysée, vous avez 4 grandes directions, avec en dessous des sous-directions, etc., comme des entreprises, avec leur business unit, c'est le même principe. Et donc, si ça ne roule pas, c'est de la faute du chef, et uniquement de la faute du chef. C'est une question à se poser. C'est-à-dire que s'il y a un maillon de la chaîne qui va pas bien, c'est que le chef est peut-être pas compris la bonne place, la bonne discussion, le bon rapport à avoir, etc. Et ou il le règle, ou il le sort, ou il en fait quelque chose. Mais la responsabilité vient du chef. Donc là, ça Il paraît fonctionne que bien. il paraît que le poisson pourrit toujours par la tête. Donc là, ça fonctionne bien à l'Élysée. Ça veut dire que les chefs à l'Élysée sont de très bon calibre. Et Les chefs à l'Élysée sont vraiment pas mal. C'est-à-dire que les avoir dans le privé, pour certains, ça peut être pas mal. Et j'annonce, je dis rien, mais que aujourd'hui, depuis Sarkozy, les contractuels sont là 3 ans, renouvelables une fois. Donc ils ont là 6 ans. Donc en sortant de l'Élysée, en général, vous avez quelqu'un de très bien. Je dis ça, je dis rien. Peut-être une dernière question Oui, bien sur le sûr. rapport entre le politique et l'opérationnel. Mm. Les présidents changent potentiellement tous les 5 ans, avec eux Ouais. leurs équipes de conseillers, Mm. de ministres. Comment se fait l'ajustement de cette organisation de 100 personnes autour d'une nouvelle équipe présidentielle qui arrive? Quel est Alors, le rapport entre ces deux univers qui se confrontent? jusqu'à Sarkozy, c'était assez simple. Il ne servait pas les hommes, et donc leurs épouses, mais il servait la fonction. Donc tout le monde était aligné derrière la fonction, et ça roulait. Depuis Sarkozy, c'est-à-dire que l'introduction du CDD à la place du CDI, 3 ans renouvelables une fois, jusqu'avant c'était des CDI. Là, il y a un peu plus de proximité parce qu'il y a une dimension un peu plus politique des gens qui rentrent à l'Élysée. Je parle pas des fonctionnaires qui eux tournent tous les 3 ans aussi, et les militaires qui peuvent tourner un peu plus ou un peu moins en fonction du niveau d'engagement. Mais en moyenne, il y a une dimension pour les contractuels un peu plus politique qu'avant, où on aime un peu plus la personne qui est en place, et on a peut-être plus voté pour elle que celle d'avant ou celle d'après. Je ferme la parenthèse. Ça a généré une proximité. Typiquement, à l'époque du général de Gaulle, on prenait un peu de temps avant d'aller lui parler, et puis on y allait vraiment à Canossa, et puis on faisait très attention à ce qu'on disait. Et au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, on sent une grande proximité, et même une forme de tutoiement, puisque certains gardes du corps proches du président actuel tutoient le président dans certains cas, quand ils sont plutôt à Brégançon qu'à Paris. Enfin, il y a un peu de relâchement dans le regard à la fonction. Mais dans tous les cas, ils sont absolument abasourdis par le travail fourni par le président en place, quel qu'il soit. Je ne fais pas de jugement de valeur. Et c'est ça qu'ils admirent le plus. Et donc, ils veulent être à la hauteur. Donc, une fois de plus, quand je vous disais il y a 2 secondes, quand je te disais il y a 2 secondes que le poisson pourrait par la tête, l'exemplarité est nécessaire. C'est-à-dire que si le manager, chef d'entreprise, a une exemplarité de dingue, ça marche. Anecdote, mon grand-père, qui dirigeait quelques entreprises, avait l'habitude, tous les matins en arrivant le premier, de dire bonjour en saluant, en serrant la louche à tous les gens avec qui il travaillait. C'est pas grand-chose, mais peut-être qu'une des solutions du bon management est là. Peut-être. Plus de proximité, C'est ça. plus d'humanité. Une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce Ouais. qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement? Oui, alors je l'avais envoyée à Charlotte, et elle est là, mais parce que c'est en lien avec mon vrai métier qui est d'inventer des histoires, pour faire très simple, qui est une phrase de Boris Vian qui disait « L'histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre ». Magnifique. Et les histoires de ces invisibles de l'Élysée, ce n'est pas du tout inventé. Ce sont des histoires vraies, absolument passionnantes, très touchantes, très inspirantes également.
Un grand merci, Emery, de nous avoir partagé cette aventure, cette formidable aventure de l'écriture de ce livre. Si tu as encore quelques minutes, on Oui, sera bien ravis sûr. de garder. Alors, juste avant, il y avait quelques livres que tu nous suggérais. Alors, bien sûr, il y a 2 ouvrages, Les Invisibles de l'Élysée, Oui, évidemment. à acheter dès demain. Et puis, tu as commis un autre ouvrage qui s'appelle Tartagueule à la récré, Ah ouais, Confession d'un influenceur en 2018. ouais. Quel était le sujet Bah, de ce livre? j'ai été un peu par défaut ou par qualité, j'en sais rien, ce sera à vous de voir. Un des premiers influenceurs, paraît-il. Et donc Avec un blog qui était très suivi, j'ai eu ce statut qui est blog devenu d'Emery. aujourd'hui n'importe quoi, mais bon, bref, peu importe. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu des linéaires. À l'époque, on essayait de faire un peu changer le monde à notre façon, en disant beaucoup de bêtises. Et donc, j'ai raconté cette histoire-là, ces 10 années-là, de 2004 à 2014, avec tout ce qui était bien, tout ce qui était beaucoup moins bien, et tout ce qui était vraiment pas bien du tout. Et j'ai essayé de faire un travail de miroir et de transparence. Pas simple, mais bon, à l'époque, ça a bien marché. Très bien. Et puis, d'autres ouvrages que tu nous suggères, La Ouais. psychologie des foules de Gustave Le Oh Bon. oui, ça c'est pour tous les chefs d'entreprise. C'est ultra important parce que ça vous permet de savoir comment prendre la parole. Et... Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Oui, parce qu'il faut un peu de poésie, il y a tout dedans. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Et L'insoutenable légèreté de l'être. Oui, parce que là aussi, il y a une Yann forme de Kodera. management, même si c'est une histoire d'amour, il y a quand même un choix entre 2 femmes, et donc forcément, il y a les conflits à 3, c'est toujours particulier. Faire des choix. Faire des choix. Faire Un des des choix. grands enjeux de leadership. Un immense merci. Peut-être que, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur YouTube, sur GoToWebinar, sur LinkedIn, suivant le canal sur lequel vous nous suivez. Et si vous me taguez, je vous répondrai. Et voilà, donc taguer Emery. Et Charlotte, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Alors oui, j'ai déjà noté quelques questions des auditeurs. La première est de Pierre qui voudrait savoir comment la communication digitale elle a évolué au sein de l'Élysée ces dernières années. Super question. Jusqu'à Chirac, il y a un portrait dans le livre qui est le portrait du photographe qui explique ça très bien. Jusqu'à Chirac, la photo était en argentique. Ouais, en argentique. Donc ils se baladaient avec leurs bobines, ils avaient 2 sacs comme ça, pris et fini. Et à partir du quinquennat Chirac, donc le deuxième passage de Chirac à l'Élysée, ils ont eu le droit d'aller un petit peu plus loin et de faire rentrer un peu de numérique. Et puis avec Sarkozy, alors jusqu'à Chirac, c'était que le président qui avait le droit d'être pris en photo et Madame, pas plus, pas les conseillers. Avec Sarkozy, il a joué la proximité, il a voulu faire en sorte que, etc. Donc ils ont élargi le cercle. Avec Hollande, ça a pris encore plus d'ampleur parce que là, lui, il a vécu des crises assez dingues, le Bataclan, etc. Donc il y avait besoin de raconter au day-to-day. Donc il y avait quelqu'un qui le suivait en permanence. Donc le digital est devenu une puissance. Et aujourd'hui, avec Macron, mais le digital, c'est carrément un service complet. Avec beaucoup de monde dedans, parce que, comme on dit de tout sur tout, et sur Macron, avec l'IA, etc., il y a besoin d'avoir une vraie task force. Donc aujourd'hui, le digital est un vrai service très compliqué à gérer, puisque c'est tout le temps, en permanence. Alors, on a une deuxième question, cette fois-ci de Vincent, qui voudrait savoir comment les décisions prises en coulisses influencent-elles concrètement la vie des citoyens. Alors c'est une question politique, c'est pas vraiment mon sujet, mais de ce que j'ai vu, chaque décision qui est prise dans un endroit de pouvoir se transforme en quelque chose. Alors parfois c'est en loi, parfois c'est en règlement, parfois c'est juste un arrêté, parfois jusqu'à De Gaulle c'était un référendum. Donc ça influence quoi qu'il arrive puisque ça sort. Si ça ne sort pas et qu'ils veulent juste tester l'opinion, à ce moment-là, on envoie des gens dans les médias qui vont tester une idée pour voir comment est-ce que ça réagit, et si ça réagit bien, bon bah peut-être qu'ils vont faire quelque chose de plus important. Si ça réagit mal, ils vont reculer. Mais c'est pas du tout le sujet du livre, donc Vincent, je suis désolé, je peux pas aller plus loin. Alors on a une prochaine question de Émilie qui voudrait savoir, qui pose la question. Quand vous revenez sur votre expérience sur l'écriture de ce livre, Ouais. y a-t-il quelque chose que vous referiez autrement? Non, parce que j'ai pas de regrets. Mais en revanche, je pourrais aujourd'hui, on parlait du jardinier juste tout à l'heure, je pourrais raconter les 10 heures d'entretien que j'ai passé avec lui, où il me raconte sa vie. Et c'est juste passionnant parce qu'il me raconte tous les présidents. Là, il y a juste
3 pages avec une jolie photo, mais j'ai de quoi faire 180 pages. Et c'est pas le seul, il y en a d'autres. Je pense notamment à celui qui est en charge des cadeaux présidentiels, qui est un poste assez important. Donc, non pour la question, mais pour l'idée, on pourrait aller plus loin en racontant d'autres trucs. Ouais. Et la dernière question est de Quentin, qui voudrait savoir selon quelle est la qualité essentielle pour réussir dans les coulisses de l'Élysée. La discrétion et rester à sa place. Rester à sa place veut pas dire qu'on n'a pas le droit de monter et de progresser. Rester à sa place veut dire que quand on est dans une place, on montre qu'on est le meilleur, comme ça, on peut aller à la place d'après. Les coulisses de l'Élysée, les invisibles de l'Élysée, Emery Doligier avec des magnifiques photos de Sacha Goldberger. Un immense merci de ta présence avec nous, Emery, c'était un plaisir. Moi et aussi. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec la VP Sales de Danone, la Senior VP Sales de Danone, Ella Ziz, pour parler des enjeux de transformation de cette grande entreprise qu'est Danone. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine. Bonne journée.